Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission qui parle de sport et de santé pour les sportifs de haut niveau, pour les sportifs du dimanche et pour les non-sportifs également. On s'adresse à tout le monde et pour m'accompagner, Jessica Fallour, bonjour. Bonjour à tous. En forme ? Pleine forme. Ouais. Pas de bonne préparation mentale, pas de courbatures pour commencer cette première grande émission de sport et santé. Non, alors pas de courbature parce que pas sportif du tout. Voilà, donc en fait on s'adresse à tout le monde. Mais en pleine santé. Bon bah c'est l'essentiel. C'est déjà ça. Tu es la spécialiste santé, je suis plutôt sur la partie sport, donc c'est pour ça que on va bien se compléter. C'est ça, c'est un duo idéal on va dire même. Parfait. Bon, dans cette première émission, on parlera de la préparation mentale avant une grande compétition. Nous serons avec Johanna Grisé, membre de l'équipe de France A7 féminine. Nous serons également avec Christian Ramos, spécialiste de la préparation mentale depuis... La star, c'est même la star des préparateurs mentaux. On n'a pas n'importe qui dans cette première, on va pas se mentir. Plus de 30 ans, c'est ça ? Que du top, ça fait 30 ans. Ça a été l'un des tout premiers à faire de la préparation mentale. Il sera avec nous dans quelques instants. Nous allons dresser le bilan d'un des grands événements de la Santé Expo, où tu étais d'ailleurs, Jessica. C'est un bilan où c'est un peu le salon... on va dire, de l'avenir. Oui, la santé de demain est absolument incontournable, donc il s'est passé plein de choses. On vous racontera ça tout à l'heure. Et enfin, pour finir, on aura les conseils d'un médecin du sport. Et aujourd'hui, le conseil du jour, c'est pour pas avoir de crampes, de courbatures après un effort physique. Ou pas d'effort physique, hein, peu importe. Même manger, ça peut donner des courbatures, j'en sais quelque chose. Donc on en parlera dans... Ah oui, ça m'intéresse. Allez, on perd pas plus de temps et on commence avec la préparation mentale. On le sait, chaque grand sportif répète que la partie mentale est tout aussi importante que la partie physique. À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, on a décidé d'en discuter. Et nous sommes avec Johanna Grisé, membre de l'équipe de France de rugby à 7 féminin, actuellement en rééducation. Johanna, bonjour. Bonjour à vous. Bon, Johanna. Première question, comment se passe ta rééducation ? Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ouais, t'es dans le sud, ça y est, tu y vois un peu le bout du tunnel ou pas encore ? Ouais, ça y est, ça commence. On n'est pas encore tout au bout de toute la réalisation, mais là j'arrive sur la fin, donc bientôt le rugby m'attend. La préparation mentale, ça vous parle ? Ça fait partie de votre quotidien aussi, j'imagine ? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Pas plus que ça. Pas vraiment, je pense que c'est vraiment en fonction des besoins de chacun. Je pense que là-dessus, on n'est pas forcément tous, je dirais pas tous égaux, mais on n'a pas du tout les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc je pense que c'est très individuel. Et puis après, ça dépend aussi du management de notre staff, comment il approche autour de ça. Et c'est vrai que nous, on a un staff qui est très branché dessus. Donc en fait, on en fait un peu naturellement au quotidien tous ensemble. Donc moi, personnellement, j'ai pas forcément de besoin de voir un préparateur mental. En plus de ce que tu as déjà au quotidien, c'est ça ? Exactement. Et du coup, est-ce que au sein de ton équipe de France A7, tu sais qu'il y a des coéquipières qui sont plus friands de ce genre de choses, qui vont être plus à la demande, à la recherche de préparation au-delà de ce que vous avez déjà avec le staff ? Oui, bien sûr, on a de toute façon, on a un petit numéro, en tout cas on sait qu'on a quelqu'un à disposition qui est là, en tout cas à la Fédération française pour nous accompagner. Donc si on a besoin, on sait que c'est une personne qu'on peut contacter. Et je sais qu'il y a pas mal de filles qui justement voient cette personne-là, ou d'autres qui vont voir plutôt à l'extérieur pour aller chercher d'autres types de préparation. Donc c'est très individuel, mais ça se fait beaucoup, et en tout cas de plus en plus. Et du coup, t'es curieuse, tu leur poses quelques questions à ces filles-là. Est-ce que tu te dis, qu'est-ce qu'elles ont bossé, comment elles travaillent, qu'est-ce que ça amène dans leur jeu aussi, ou pas du tout ? Bien sûr, en fait forcément c'est quand on parle de préparation mentale, en tout cas je pense moi c'est ma vision et je pense qu'elle est aussi partagée, c'est que ça reste un travail psychologique déjà sur l'ensemble, parce que la préparation mentale, on vient chercher des clés pour augmenter entre guillemets notre performance, gérer des niveaux de stress, enfin ça peut venir toucher plein de choses. En tout cas le but c'est que notre performance soit meilleure, mais très souvent dans la préparation mentale, il y a aussi une base psychologique générale qui est, je pense, indissociable. On a besoin de toute façon d'aller chercher d'autres clés autour du psychologique, je pense, sur notre vie, comment on a grandi, comment on se façonne en tant qu'athlète, en tant que femme, pour justement que ça vienne toucher ces petites choses-là en tant que sportive, et là où en tout cas on peut avoir des petits soucis, donc soit de stress, soit de manque, enfin ça peut toucher beaucoup de choses, de gestuelle, d'un blocage, voilà, des petites choses en plus pour prendre la marche supérieure, quoi.
Vous avez l'air de bien connaître le sujet et pourtant vous nous disiez que vous aviez pas besoin plus que ça d'un préparateur mental à titre personnel. Ça m'intéresse de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça fait pas partie de votre quotidien justement? Bah, disons après je pense pour différents facteurs, je pense que c'est, un plus et je pense aussi ça dépend des atomes crochus qu'on a avec, les personnes qui nous sont mis à disposition. Ah, c'est ça Il alors. y a plein de C'est plus petites une question de choses. Il y a feeling. voilà. D'accord. Il y a plusieurs choses, c'est ça. C'est-à-dire que, Ouais. enfin, la personne, moi, je l'ai déjà vue. Enfin, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que j'ai pas ressenti plus de besoin avec ou pas forcément trouvé ce que j'avais besoin dans l'échange. Donc, ça veut pas dire que c'est pas parce que ça marche pas pour moi que ça marche pas pour quelqu'un d'autre. C'est très très personnel le feeling avec un professionnel de la psychologie et de la prépa mentale. Et puis après, bah, c'est vrai que je me suis vraiment posé la question si moi j'avais besoin d'un vrai suivi. Donc, du coup, bah, c'est un investissement. Après, ça fait partie de la perf. C'est toujours pareil parce que c'est pas si c'est pas forcément mis à disposition, ou en tout cas pas avec la personne avec qui ça marche pas, bah il faut après investir ailleurs. Et c'est vrai que bah j'ai essayé et en tout cas, j'ai pas ressenti un changement ou j'ai pas ressenti un besoin supplémentaire sur le moment, en tout cas, sur le coup d'en avoir un. Après, je pense que c'est des choses très ponctuelles, par exemple quand on est en blessure ou quand on est vraiment dans des phases, je pense, très compliquées où nous, notre mental, on n'est pas capable d'aller chercher des clés individuellement, bah, parce que soit on on n'a pas les ressources en termes d'énergie ou mentale voilà pour trouver des solutions nous-mêmes. Je pense voilà, il y a des temporalités qui font que et puis il y a des personnalités. Je pense que effectivement j'ai déjà pu en avoir besoin à un autre moment et en tout cas bah là pour l'instant j'en ressens pas le besoin. Donc c'est vrai que bah actuellement je suis pas en compagnie mais on en fait de toute façon tous les jours nous c'est vrai régulièrement avec notre coach et entre nous de façon générale. Alors, je vais pas trahir un secret. Vous avez commencé tard le rugby, vous avez commencé en période de STAPS. Avant ça, vous faisiez du tennis, donc un sport individuel. Est-ce que même par rapport à ça, la préparation mentale d'un sport co et d'un sport individuel, il y a une différence qui est quand même cruciale entre les deux? C'est-à-dire que le soutien entre coéquipières, vous l'avez ressenti, ça vous porte peut-être plus que lors du sport individuel et le tennis? Ouais, bien sûr, c'est tellement, tellement différent. Enfin, la charge mentale en individuel et en collectif, elle est pas du tout pareille. Enfin, c'est pas qu'on partage, mais notre performance, elle est définie par ce que va faire notre équipe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définie que par nous. Donc déjà, bah en tout cas, quand on est 7, on se divise déjà la charge par 7. En tout cas, sur une partie du jeu. Après, presque à 14. Donc c'est c'est pas du tout pareil. En fait, on doit d'abord trouver, je pense, une connexion globale entre les individus et après, ou alors avant, ça c'est toujours une façon de voir, mais il y a les deux. Il y a la perf indiv et la perf collective, et c'est vrai que chez nous, en tout cas la préparation mentale, je pense qu'il fonctionne le mieux, c'est d'abord de trouver des points de repère ou des points de cohérence entre nous, des choses sur lesquelles se rattacher, parler le même langage, euh, et voilà, avoir une préparation, une bulle collective qui nous met toutes dedans pour essayer d'aller vers le même chemin. Et nous, là-dessus, on travaille beaucoup là-dessus pour vraiment être tout ensemble dans une même osmose quand on prépare des matchs entre, voilà, c'est déjà essayer de trouver quelque chose de global et commun à tout le monde, et puis ensuite trouver des clés individuelles quand elles sont pas forcément partagées collectivement pour se préparer. Une dernière question, juste pour finir, parce que du coup là, Paris 2024 approche à grands pas, on le sait tous. Est-ce que du coup, un événement comme les Jeux Olympiques, et qui plus est à la maison, ça demande une préparation mentale encore plus importante, un travail là-dessus encore plus important par rapport à la pression de l'événement, par rapport à la pression de jouer à domicile, ou alors c'est une compétition comme une autre et on essaye de s'en convaincre tant bien que mal? Ouais, là je pense que c'est pareil, c'est très individuel et c'est vraiment des partis pris. Moi j'ai vraiment pris celui de pas de dédramatiser un peu l'événement, mais on va dire de le sortir un peu de son contexte. Et évidemment, j'en oublie pas l'importance. Hein. Je sais que c'est le point capital de ma carrière, voire presque enfin, d'un objectif de vie. Mais je vais rien réinventer, ça reste un tournant entre guillemets comme un autre, à part effectivement l'attente qu'il y a derrière. Et moi j'essaye entre guillemets de l'aborder de la même façon, tout en étant complètement conscience du monde et de tout l'environnement extérieur qui est, parce que je pense on peut pas faire l'autruche, ça va pas marcher non plus. C'est-à-dire il faut comprendre que ça va être différent dans les attentes, dans la médiatisation, dans déjà juste d'en parler de façon quasiment quotidienne et de voir, voilà c'est bête, mais voir des affiches quand tu vas faire tes courses et que tu vois des sacs Paris 2024, tout ça, ça fait partie de ton quotidien. Donc en fait, c'est juste déjà en avoir conscience, mais en fait juste de dire voilà, de toute façon, je vais pas on va rien réinventer, notre rugby on l'a, c'est pas en 2 mois là de préparation avant que quelque chose va changer. Il faut juste qu'en fait on arrive à faire la même chose et justement, c'est juste de sortir de l'événement sans avoir
trop de pression, trop d'attentes, trop de se dire bah voilà c'est le point clé de la saison, le point clé de ces 4 dernières années, donc on n'a pas le droit de se louper. En fait c'est voilà sortir de ça et de dire voilà on va faire notre tournoi comme on les a tous fait, comme la préparation qu'on connaît pour tous les autres tournois qui ont un peu lieu toute l'année et voilà avoir conscience effectivement il y a un peu plus de monde, un peu plus d'attentes. Mais ça va pas changer grand-chose quoi. Derrière, personne va mourir, tout va bien. On va pas trouver un vaccin ni avoir une peine de mort. Enfin voilà, c'est juste quelque chose de plus et juste de se servir de ça plus plutôt comme pour se transcender dans la performance et dans physiquement d'aller chercher des choses au-delà. Mais voilà, de pas justement être inhibé par cette pression-là. Ben, merci beaucoup, Johanna Grisé, membre de l'équipe de France A7 féminine. Évidemment, on va suivre vos performances lors de Paris 2024 du 26 juillet au 11 août. Ce sera au Stade de France. Merci encore et bonne rééducation d'ici là. Et merci d'avoir parlé de préparation mentale avec nous. À bientôt, Johanna. Merci beaucoup. Merci à vous. On vient de quitter Johanna Grisé, membre de l'équipe de France A7, et on va retrouver un spécialiste de la préparation mentale. Nous avons la chance de l'avoir avec nous depuis 30 ans sur le terrain et fondateur de Mental Plus. Christian Ramos est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, alors je l'ai dit rapidement, mais vous avez participé à 3 Olympiades, plusieurs championnats du monde et vous avez accompagné notamment le 15 de France durant plusieurs années. Jessica, on a de la chance de l'avoir avec nous. C'est super, hein, ça fait très longtemps qu'on se connaît effectivement avec Christian et je l'ai vu évoluer et c'est impressionnant en fait. Ça fait 30 ans qu'il fait un boulot de dingue. Il a réussi à gagner la confiance de tous les sportifs de haut niveau, des fédérations, des clubs. Déjà, bravo Christian, parce que c'est un sacré boulot, avec toujours des résultats incroyables. Christian, on a envie de te demander, évidemment, dans cette émission spéciale, comment on se prépare avant une telle compétition, les JO, compétition que tu connais bien, comme le disait Cyprien. Alors déjà, il ne faut pas nier vraiment l'importance de cet événement, qui est un événement unique. Il est interdit de dire on va se préparer comme d'habitude, mais à la fois, autant l'environnement, le contexte est totalement différent, autant il faut arriver à tisser un fil conducteur émotionnel qui nous appartient et qui rend la compétition commune. C'est ça la grande difficulté. Donc on va d'abord s'appuyer sur un socle de confiance qui ne dépend que de nous, c'est-à-dire nos compétences, l'état d'esprit que l'on a besoin d'avoir pour être performant. Ça, c'est le premier point. Mais on doit l'équilibrer avec l'anticipation de tout ce qui peut venir contrarier ma performance. Tous ces grains de sable qu'il faut lister un à un pour trouver en fait toutes les solutions. Et finalement, partir de ces éléments qui paraissent négatifs, dès qu'on arrive à construire des solutions, on est carrément prêt à l'imprévu et ça renforce également notre confiance. À quel moment de la compétition on intervient en tant que préparateur mental dans l'accompagnement des sportifs ? Alors l'idée, ce n'est pas d'intervenir uniquement lors de la compétition, c'est un travail qui doit prendre du temps. Donc déjà, avec les sportifs de haut niveau, on fait en sorte de s'engager au moins sur un travail d'une saison, un minima. Mais l'idée est vraiment de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que dans le haut niveau, la préparation mentale est indispensable. Elle arrive de plus en plus dans les parcours d'excellence de formation. Mais je dirais qu'aujourd'hui, si on veut vraiment avoir un temps d'avance, il faut aller jusqu'à amener cette démarche dès le plus jeune âge, à travers les parents, les éducateurs, et mettre en place carrément une éducation mentale. Vous l'avez dit, Christian, ça part depuis le plus jeune âge, mais on est d'accord aussi que tous les sportifs ne sont pas sur le même pied d'égalité au niveau préparation mentale. Certains ont peut-être un caractère de champion, un état d'esprit de tueur, d'autres doivent le construire. Ça aussi, on le ressent dès le plus jeune âge. C'est à partir de quel âge qu'on voit les différences au niveau de l'état d'esprit ? Alors en fait, la particularité de l'approche mentale, c'est vraiment l'unicité de l'individu. Et c'est vrai, chaque individu est unique avec des caractéristiques qui dépendent à la fois de l'histoire de chacun, mais également de leur profil mental. Donc il est important, nous, de détecter en fait ce profil pour les accompagner, je dirais, à la carte, et venir équilibrer en fait déjà leur environnement familial, sportif. L'idée, c'est de pouvoir, bien sûr, comme sur le plan des capacités physiques, il y a des personnes qui ont déjà un petit avantage naturel,
Là, c'est à la fois un avantage dans leur construction et leur vie de famille, mais nous, l'idée, c'est, en tant que psychologue, se positionner en disant: on va aider tout le monde. On va amener tout le monde à son meilleur niveau. Ensuite, certains vont exceller et vont carrément entrer dans le haut niveau sportif, et d'autres vont utiliser cette démarche pour leur quotidien. Qu'est-ce qu'on trouve parmi tous ces sportifs, ces profils mentaux? Est-ce que vous pouvez nous faire, nous présenter 2-3 sportifs qui seraient très particuliers? Il y aurait Alors, le sportif qui a vraiment la gagne avec cet esprit tueur dont parlait Cyprien. Il y aurait le sportif qui serait plus tranquille. Nonchalant. Ouais, nonchalant. Non, qu'est-ce qu'on peut trouver parmi ces profils mentaux? Alors déjà, pour gagner, en fait, il faut développer chez chacun d'entre eux la compétitivité. Alors, on va dire qu'un profil dominant, une personne qui va s'imposer, qui immédiatement va vouloir prendre le dessus sur les autres, a déjà ce profil. Donc lui, il va plutôt marcher au défi. Par contre, on va avoir affaire également à des profils plutôt réfléchis, cartésiens, qui ont besoin de comprendre les choses avant d'agir. Donc là, il faudra prendre le temps d'expliquer tout le fil conducteur. Mais il y a également des profils qui sont plus sur l'affectif, qui vont aimer des environnements chaleureux. Il va falloir montrer qu'on les aime quelque part pour qu'ils avancent. Voilà. Et après, des profils de stables qui vont être à l'écoute, qui vont respecter tout ce qu'on leur dit, mais qui auront besoin quelque part d'un mode d'emploi. Et voilà, grosso modo, les 4 grandes caractéristiques. Et en fonction de ces caractéristiques, c'est d'abord à l'entraîneur de s'adapter dans son discours, parce que c'est le premier préparateur mental. Et ensuite, nous, de permettre aux sportifs de faire évoluer, de s'appuyer sur ses points forts qui sont liés à son profil et de le faire évoluer par rapport à, on parlait du nonchalant par exemple, quelque part par rapport à l'image qu'il donne, il ne va pas pouvoir finalement satisfaire l'entraîneur. Par contre, il a un point fort qui est quand même important, c'est qu'il va être relâché devant la difficulté. Jessica, on a parlé en début d'interview, Paris 2024 arrive. Le fait que des Jeux Olympiques, c'est une compétition d'une vie, évidemment, vous en avez suivi 3, vous. Là, c'est en France, c'est à Paris. Est-ce que c'est encore plus particulier au niveau préparation mentale pour ces athlètes qui, au-delà de la compétition d'une vie, c'est en plus de ça en France? Qu'est-ce que ça rajoute au niveau travail, au niveau de la préparation mentale? Ça rajoute vraiment de la pression, parce qu'en fait, la pression, c'est l'obsession du résultat. Donc, lorsqu'on est en plus chez nous, les familles seront très proches. Ça peut être totalement différent quand on est très, très éloigné. Il y aura cet engouement autour de cet événement. Donc, ça va augmenter véritablement cette pression et ça va augmenter la liste des difficultés que l'on va rencontrer. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre assez tôt. La liste a été faite déjà depuis bien longtemps. Et l'idée, c'est ça. Plus il y a finalement d'éléments qui sont évidents à traiter, on va dire que c'est plus simple que d'être surpris par une situation qui ne paraissait pas stressante. Parce qu'attention, parfois, le stress arrive quand on n'a rien préparé. Donc là, il y a quand même tous les éléments qui sont réunis pour lister et prendre en compte tous les points vraiment difficiles que l'athlète va devoir rencontrer. En pratique, comment ça se passe? Comment vous travaillez? Comment vous accompagnez tous ces sportifs? Les séances, elles se passent comment? Quels sont les outils, les moyens? Alors, l'accompagnement, c'est d'abord une relation d'écoute. Donc ça, il ne faut pas oublier ce premier point. Le but est d'arriver à faire expliciter au sportif ce qu'il ressent. C'est-à-dire, on a un comportement technico-tactique qui est observable. Et aujourd'hui, la vidéo nous aide bien pour travailler sur ce genre de situation. Mais le vécu de l'athlète, il n'y a que lui qui l'a vécu. Et il faut qu'il apprenne à le verbaliser, parce que c'est à partir de ses pensées et de ses émotions qu'il va construire ses nouvelles réussites. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, on va pouvoir agir avec des outils bien spécifiques. Un outil important dans le domaine du sport, c'est l'imagerie mentale. Et notamment l'imagerie que l'on appelle kinesthésique. Et aujourd'hui, les études montrent qu'un sportif qui imagine une situation active les mêmes zones du cerveau que lorsqu'il la vit vraiment. Donc là, c'est un axe fort quand même par rapport à la performance. Mais encore une fois, c'est l'imagerie kinesthésique, parce que quand on est
dans cette préparation de l'action, on va surtout devoir anticiper le ressenti et non pas intellectualiser l'action. Donc tout ça, c'est vraiment le gros travail technique à travers l'imagerie. Bien sûr, on va agir également sur des outils comme la respiration, et qui vont venir nous permettre des fois de switcher en situation de stress, mais également la récupération, parce que plus on s'entraîne, plus on doit récupérer. La récupération liée à l'activité sportive, mais également à la vie quotidienne. Donc tout ça, ce sont des outils qui vont venir renforcer la démarche, et la démarche qui va se construire au cas par cas, en fonction du besoin de chacun et en fonction de sa personnalité. On parle de préparation mentale, donc on imagine que ça se passe en amont d'une compétition, mais ça peut se passer aussi après, notamment, je pense, en cas de défaite. Votre présence, elle est très importante à ce moment-là, j'imagine. Tout à fait. L'idée, c'est de considérer que chaque situation est une expérience. Lorsqu'elle est positive, tant mieux, mais une défaite fait partie d'une expérience, parce que dans cette logique d'accompagnement, bien sûr, on accompagne le sportif et cette expérience va lui servir dans la continuité de sa carrière, mais également l'homme. Et l'homme, même si sont ses derniers jeux, si c'est sa dernière finale olympique, quel que soit le résultat, cette expérience va le construire. Mais il est bien entendu qu'on n'aborde pas ce thème la veille du départ. C'est un thème que l'on aborde très tôt, en prenant en compte dans cette préparation olympique l'issue, qui sera plus ou moins satisfaisante, mais qui nous servira dans notre construction. Donc on se prépare dès le début à l'éventualité d'une défaite. On ne pense pas qu'à la gagne, en fait. Alors, quand on est au début du suivi, il faut ouvrir en fait ce suivi, non pas à l'obsession, bien sûr, qui fait partie du sportif, du résultat, mais en lui disant que ça va lui servir dans son épanouissement personnel. Mais ça, on le traite une bonne fois pour toutes. Ensuite, plus on se rapproche de l'événement, plus on met en place tous les éléments qui accentuent la conviction de gagner. Oui, bien sûr. Alors justement, gagner, là aussi, on n'en parle pas beaucoup dans la préparation mentale, mais l'accompagnement d'un préparateur est très utile en cas de victoire. Parce que c'est pas facile aussi quand on gagne tout. Quand on gagne tout pour rester motivé, et là aussi, vous avez un rôle important. Alors, à plusieurs niveaux. Déjà, victoire et défaite vont générer des émotions. Et l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, peut modifier le comportement. Donc déjà, par rapport à des compétitions où on enchaîne les matchs comme dans le Seven ou des combats de judo ou de karaté, il faut être capable vraiment de pouvoir se recentrer sur le match suivant sans se laisser envahir par l'émotion précédente. On fait une superbe perf en battant un très gros. Derrière, il faut réussir sa prestation. La tête froide. Je donne l'exemple du bowling. Si tu fais un strike et derrière tu fais rigole, c'est ça. Tu ne loupes pas les points. Ton strike, il sert à rien. Donc c'est un peu cette logique-là. Et ensuite, sur le plan vraiment de l'enchaînement des victoires, la courbe de la performance, en fait, est faite d'une phase d'apprentissage, et d'une phase où on va réussir, et d'un pic de performance. Et là, c'est un thème également à anticiper avec les sportifs. Parce qu'on a tendance à ne rien faire de plus quand on gagne. Si on ne fait rien, on va décliner. Donc, il faut amener du changement dans la performance. Alors, le changement, ce n'est pas forcément tout révolutionner. Mais par exemple, mieux récupérer, ça peut être du changement. Donc, cette capacité à pouvoir se renouveler et trouver du changement dans la victoire, c'est quelque chose qui se prépare aussi. On espère que nos Français, durant Paris 2024, auront plein de médailles. Donc, du coup, ils auront plein de travail à gérer sur des victoires. Ce serait une bonne nouvelle pour eux. Merci encore, Christian Ramos, d'avoir été avec nous. Merci, Christian. Spécialiste de la préparation mentale et fondateur de Mental Plus. Voilà. Merci encore, Christian Ramos. Bravo.
Deuxième partie dans cette émission Santé et Sport, et l'événement des dernières semaines, c'était Santé Expo, le grand salon de la santé. On va dresser un bilan rapide de cette édition 2024 avec Vincent Olivier, responsable adjoint du pôle offre de FHF, Fédération Hospitalière de France, coordinateur des travaux du comité FHF Prévention. Bonjour, monsieur Olivier. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous, bonjour Vincent. Bon, l'édition 2024 vient de se terminer. Je sais que ce qui était au cœur de cette édition, c'était la santé de demain et notamment la prévention sport. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cette édition et sur justement la santé de demain ? Alors déjà, c'était une édition qui était particulière pour la FHF puisque c'est l'édition de nos 100 ans. Au même titre qu'il y a eu il y a 100 ans les JO de Paris et qui reviennent cette année, on a eu nous aussi fêter notre anniversaire. Donc c'était une édition qu'on voulait particulière et surtout projetée vers l'avenir. Donc c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, on a orienté cette édition sur bâtir la santé de demain et qu'on voulait en faire un événement fort pour se dire c'est quoi nos chantiers qu'on veut porter sur l'avenir, donc notamment le chantier de la responsabilité, le chantier du médico-social avec le vieillissement de la population qui est un sujet éminemment important, et bien évidemment le sujet de la prévention qui est un sujet qui nous tient à cœur au sein de la FHF et d'un comité que je coordonne avec le professeur François Chollet qui est le comité FHF Prévention, dans lequel on a vocation à proposer des initiatives et à valoriser également ces initiatives des établissements publics de santé partout en France qui s'engagent dans la prévention. Donc on a souhaité mettre en avant ces thématiques, évidemment la thématique sportive, l'année 2024 n'étant pas anodine pour la France avec l'organisation des JO, donc on a organisé plusieurs temps d'échanges, que ce soit avant Santexpo ou pendant Santexpo, sur la place du sport dans les parcours de soins, la place du sport également dans la société et pour prévenir un certain nombre de maladies, puisque le sport fait partie sans doute des vecteurs de prévention les mieux documentés parmi ceux dont on dispose et pour lequel il y a consensus pour dire que c'est véritablement un levier d'amélioration du bien-être et de la santé des patients et également des professionnels qui travaillent en établissement de santé. Peut-être un chiffre, c'est un chiffre de l'ANSES il y a à peu près un an et demi, qui disait qu'on avait aujourd'hui encore, alors que comme j'ai dit, le sport est un vecteur d'amélioration de la santé connu, on a encore 95% de la population qu'on estime avoir un risque de détérioration de sa santé par sédentarité, donc par manque d'activité physique. Donc c'était important, quand on parle de bâtir la santé de demain, de mettre ce sujet sur le devant de la scène, de le porter. Donc on a fait un certain nombre de propositions, on y reviendra peut-être après, sur 24 propositions pour faire du sport santé un enjeu des politiques publiques et donc mieux l'intégrer dans les politiques publiques, l'intégrer dans les parcours de soins, également défendre les professionnels qui portent ce sujet de l'activité physique et notamment de l'activité physique adaptée dans les établissements de santé et d'avoir une activité physique aussi à destination plutôt de nos professionnels dans les établissements publics de santé qui en ont bien besoin. Vous avez organisé et animé une conférence à Santexpo sur le thème de sport et santé, la prévention au cœur des politiques publiques. Qu'est-ce qui s'est dit déjà ? Qu'est-ce qu'il faut retenir pour tous ceux qui n'étaient pas là ? Alors, la première chose qu'il faut revenir, c'est qu'il y a un intérêt manifeste qui est partagé par tous les participants à cette conférence, puisqu'on avait autour de la table à la fois un médecin du CHU de Caen, Dr Antoine Desvergers, un DRH également du CHU de Caen, Théo Piolin, et le président de FHF Prévention, François Chollet, avec la présidente de l'Ordre des masseurs kinés. Tous ces acteurs, quels qu'ils soient et dans leur diversité, sont conscients que le sport est un sujet d'importance dans les établissements de santé et qu'il faut porter et qu'il est nécessaire, notamment aujourd'hui, de valoriser les initiatives qui existent, parce que nos établissements, nos acteurs, nos professionnels aujourd'hui ont déjà amorcé un certain nombre de choses pour promouvoir ce sport santé. Je pense par exemple à ce qu'a fait le CHU de Caen, où ils ont créé une maison sport santé à l'intérieur du CHU, qui est à destination tant des patients que des professionnels. Donc pour les patients, c'est un moyen de mieux les intégrer dans les parcours de soins, d'intégrer la dimension sportive dans les parcours de soins et de leur permettre, en fait, en même temps qu'ils viennent pour se faire soigner et en même temps qu'ils suivent leur parcours de soins au sein du CHU, de bénéficier facilement de prestations sportives gratuites, bien évidemment, et qui viennent améliorer la guérison et participer au rétablissement de la personne. Pour les professionnels aussi, c'est
mettre en avant cette activité physique et de leur donner la possibilité d'accéder à des séances de sport dans l'établissement, donc sans avoir à se déplacer. Donc, on a souhaité tout ce genre de conférences, mettre en avant ces initiatives. Je peux pas parler, mais les masseurs kinés, par exemple, l'Ordre national aussi a mis en place des semaines de promotion du sport santé dans l'établissement et également en ville. Donc, c'est de promouvoir ces initiatives, mais aussi d'alerter et de dire que ces initiatives, elles ont besoin d'être déployées, elles ont besoin d'aller qu'on aille un peu plus loin. Alors notamment, il y a des sujets derrière de financement. Quand on parle de maisons sport santé aujourd'hui, c'est quel financement on met derrière pour pérenniser ce type de dispositif. Donc c'est un sujet qu'on entend porter, de mise en avant sur le débat public du sujet du sport santé, de l'intégration également des patients, parce que on se rend compte qu'on a, comme je disais tout à l'heure, un sport santé qui est unanimement reconnu médicalement comme étant un vecteur d'amélioration de la santé et du bien-être, mais on a encore 95% donc de la population qui a un risque de détérioration de sa santé par manque d'activité physique. Donc c'est comment on incite et comment on fait rentrer des personnes, que ce soit patients ou juste citoyens, en fait, parce que le sport, c'est pas que quand on est malade, bien évidemment. Comment on fait rentrer dans ces parcours-là, et notamment des réflexions sur doit-on, par exemple, rembourser une partie de l'activité physique adaptée ou l'activité physique tout court dès lors qu'elle est prescrite. Ce n'est aujourd'hui pas permis, même si l'expérimentation en cours qui a été ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale en 2024, c'est comment, est-ce qu'on envisage ce remboursement-là? Est-ce qu'on envisage un temps dédié, par exemple, je pense aux professionnels, un temps dédié dans leur temps de travail pour pouvoir faire de l'activité physique. Donc c'est toute une série de préconisations qu'on a souhaité évoquer et porter au sein de cette conférence qui font écho à ce qu'on a mis en place, nous, avec FHF Prévention, avec les 24 propositions qui visaient aussi à mieux intégrer ce sport santé et l'activité physique. Et notamment avec un message, je pense que c'est un peu le message qui regroupe toutes nos discussions sur cette agora, c'est que il y a le sport, il y a l'activité physique, et qu'on n'a pas besoin d'une recherche de performance, qu'on n'a pas besoin d'un esprit de compétition, en fait, pour faire du sport. Au contraire, l'activité physique est une notion beaucoup plus large et qu'elle s'adresse à tout le monde. Et qu'il y a, pour chaque personne, quelle que soit sa situation, quel que soit son besoin, quel que soit son état de santé, il y aura toujours une pratique sportive possible. Et pour ça, il faut, par contre, qu'on les oriente bien, qu'on leur permette de le faire et qu'on ait des structures adaptées qui puissent les accueillir au quotidien. Là, vous l'avez évoqué, c'était par rapport à la santé, par rapport au centre hospitalier, mais le sport de demain, c'est aussi peut-être l'inculquer, l'incorporer au niveau de l'éducation. Ça a également été évoqué lors de cette conférence, le sport chez les plus jeunes, pour les habituer à faire un effort physique tout au long de l'apprentissage de la vie jusqu'à devenir adulte, et donc du coup avoir une sorte d'habitude, de réflexe même au niveau du sport. Oui, ce qu'on porte aussi, c'est justement là, on a une vision qui est forcément hospitalière, mais le sport et la prévention, de manière générale, en réalité, elle se fait pas qu'au niveau de l'hôpital, loin de là, elle se fait avec tous les acteurs. Alors, on a plusieurs niveaux. On a les acteurs de santé, déjà, effectivement, c'est quand vous allez chez votre médecin généraliste pour un suivi quel qu'il soit, c'est qu'on vous dise déjà, dès le plus jeune âge, que il faut pratiquer une activité sportive et que quelque forme qu'elle soit, quelques niveaux d'engagement et de performance il y ait, en tout cas, il faille la pratiquer. Et qu'après, il faille faire un écosystème. C'est-à-dire qu'on aura besoin forcément d'aller chercher l'éducation nationale, avec les rectorats, de faire des partenariats au niveau local. Pour ça, on a des structures aussi de ville, avec ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui regroupent la médecine de ville, avec lesquelles on peut les conventionner avec eux, avec le rectorat, comme je l'ai dit, avec les comités départementaux olympiques également, qui sont aussi vecteurs de ce type d'animation. En tout cas, je pense qu'il faut faire écosystème. Et j'avais oublié, mais bien évidemment, on a besoin aussi des collectivités territoriales pour porter ça. Et il y a des outils, je pense, les contrats locaux de santé qui sont des contrats qui déclinent les grandes orientations régionales en matière de santé. C'est un outil sans doute extrêmement important qu'on doit encore déployer, sur lequel il faut aller plus loin parce que tous les territoires n'en ont pas, mais qui permettent aussi d'associer autour d'objectifs communs un ensemble d'acteurs, ville, hôpital, éducation nationale, collectivité, pour faire de la promotion du sport et de l'activité physique un enjeu de tous les instants, dès le plus jeune âge, c'est certain, mais même, je dirais, jusqu'au bout de la vie, puisqu'on sait que le sport et l'activité physique, notamment auprès des personnes âgées, permet de réduire les chutes, permet d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé. Donc c'est en fait une éducation
pour la vie et qu'il faut qu'on mette en place tous ensemble. On voit bien toute l'implication de la FHF dans le sport santé, au-delà même de Santexpo. D'ailleurs, chaque année, début juin, vous organisez à la FHF un tournoi de football interhospitalier. Et alors ça, c'est juste incroyable. Racontez-nous. En fait, c'est vraiment tous les professionnels de l'hôpital, et pas seulement les soignants, qui jouent ensemble au football. Oui, complètement. En fait, ça fait depuis 3 ans. Donc début juin, nous aurons la 3e édition de ce tournoi des interhospitaliers. Puisque, comme vous l'avez dit, ça ne concerne pas que des soignants, ça concerne tous les métiers de l'hôpital. Il y a plus de 100 métiers dans un établissement de santé, parce que ça va effectivement des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, mais il y a aussi toutes les personnes qui gèrent l'administratif, toutes les personnes qui vont gérer la logistique, la technique. Donc voilà, c'est 100 métiers qui se regroupent autour du sport et autour du football en l'occurrence. Donc voilà, c'est peut-être le sport par excellence pour faire de la cohésion. Alors on le sait avec les équipes, les clubs, les équipes nationales, mais du coup on retrouve cette logique, ces valeurs d'entraide, ces valeurs de cohésion d'équipe et de collectif qui sont extrêmement importantes dans un établissement de santé. Quand vous avez plusieurs centaines, voire milliers d'agents, ça fait extrêmement sens. Donc voilà, pour la 3e année, on organise en 2024 ce tournoi interhospitalier. Donc les établissements et notamment les groupements d'établissements, ce qu'on appelle les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, proposent une équipe qui se veut être la plus représentative de ces métiers-là. Et 16 équipes vont se retrouver comme chaque année. Donc on tourne, là cette année ça sera à Reims, avant c'était Montpellier et Toulouse. C'est dans un stade de Ligue 1 en tout cas. C'est dans un stade de Ligue 1, puisqu'en fait c'est un tournoi qu'on fait en partenariat avec la Ligue de football professionnel et avec l'ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, puisque les équipes qui sont sélectionnées, les 16 équipes chaque année, sont affiliés en quelque sorte à un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 le plus proche de l'établissement et donc portent leurs couleurs le temps d'une journée. Et donc voilà, on refait ça cette année à Reims et chaque année on a d'excellents retours et pour ce moment un peu hors du temps pour les professionnels de santé puisqu'ils sortent de l'établissement, ils vont souvent ils font plusieurs centaines de kilomètres pour faire ce tour-là, donc c'est un grand moment et on tenait absolument à le réitérer cette année avec le soutien de la Ligue. De la Ligue de football professionnel. Avant de se quitter, Vincent Olivier, juste un mot sur ce partenariat que vous venez de signer avec Premier de Cordée. Oui, Premier de Cordée, donc effectivement, c'est un partenariat qui est tout jeune puisqu'on l'a signé il y a quelques jours lors de Santexpo, donc avec la présidente de l'association Nathalie Péchala et la déléguée générale de la FHF Zena Briette. Donc c'est un partenariat sur lequel on se retrouve complètement puisque c'est la promotion du sport auprès des publics et notamment des jeunes publics. Je pense des enfants hospitalisés qui faisaient des fois dans des parcours d'hospitalisation longs parce que les maladies qu'ils ont nécessitent à ce qu'ils reviennent à l'hôpital. Donc c'est de pouvoir maintenir une forme de cohésion et de sociabilité par ce sport et notamment d'intégrer ce sport plus facilement dans leur parcours de soins. Et donc on va à partir de maintenant, puisqu'on a la convention est signée, proposer à plus d'établissements, parce que ça existe déjà, mais on souhaite le déployer encore plus fort, permettre à l'association Premier de Cordée de monter en charge, de proposer à ce qu'il y ait plus d'établissements qui reçoivent tout au long de l'année des personnes de l'association pour favoriser cet accès au sport, des sportifs également, puisque c'est une association qui se base énormément sur les sportifs, sur des sportifs de haut niveau qui interviennent auprès des jeunes. Et donc on va les aider, notamment dans le cadre de la semaine sport à l'hôpital qui aura lieu début octobre, à ce qu'il y ait plus d'établissements, et notamment qui ont des services de pédiatrie, qui puissent recevoir des sportifs et avoir une action pour permettre au plus grand nombre de nos patients et de nos jeunes patients de garder un pied dans le sport malgré la maladie. Allez, on revient tout de suite dans l'émission Sport et Santé sur Radio Sport. Nous sommes avec notre médecin du sport, docteur Pierre Delzongle, médecin junior à l'hôpital Saint-Maurice dans le service médecine du sport. Bonjour, docteur Delzongle. Bonjour Cyprien. Bon, alors aujourd'hui, on va s'intéresser avec vous à la récupération physique pour les sportifs amateurs, les sportifs confirmés ou ceux qui veulent se remettre au sport. La première question, c'est est-ce qu'il y a des choses simples à mettre en place pour bien récupérer d'un effort physique ? Alors il y a pas mal de choses en fait assez simples à mettre en place pour bien récupérer après un effort. L'idée c'est de permettre à son corps de se régénérer correctement. Donc il va y avoir deux parties, c'est l'hydratation, la nutrition et le repos. L'idée donc c'est de permettre au corps de récupérer, de renouveler ses réserves de sucre et autres choses qu'on a consommées, d'éliminer les déchets produits pendant l'effort comme l'acide lactique par exemple. Et dans un second temps, voilà, avec du repos, de permettre aux muscles de se régénérer, préparer l'effort suivant.
Voilà. Dans les grandes lignes, c'est les deux principes de base. Est-ce que tous les efforts méritent une récupération ou ça dépend du niveau, tout simplement? Alors, tous les efforts, de toute façon, impliquent une récupération. Pour des efforts faibles, en fait, on va simplement s'hydrater en fonction de la soif qu'on a. On va aller manger, voilà, tel qu'on en a envie. Et c'est sûr que c'est pour des efforts plus intenses, dès qu'on va aller puiser dans les réserves, qu'il faut mettre des choses un peu plus précises en place. On sait que, par exemple, après des courses longues, quand on prépare un marathon ou quand on court un marathon, il y a des boissons particulières avec des électrolytes, avec du sucre et des protéines à apporter pour permettre une récupération satisfaisante. Docteur Delson, vous avez évoqué dans votre première réponse la récupération au niveau boisson et également nourriture, également le sommeil. Le sommeil, c'est important et du coup, il faut quoi? C'est une question de nuit, c'est une question de sieste, qu'est-ce que vous comprenez dans la réponse sommeil? Alors, c'est donc le repos du muscle en tant que tel, le repos qu'on va laisser au muscle en termes de jours avant de répéter un effort intense, mais aussi effectivement le sommeil, puisqu'on sait que c'est pendant le sommeil on va sécréter de l'hormone de croissance qui va permettre aux muscles de se régénérer, aux micro-lésions musculaires qu'on a générées pendant l'effort de guérir, et donc de pouvoir à nouveau répéter les efforts sans risquer la blessure lors du prochain effort intense. Donc le sommeil et le repos qu'on va laisser à son corps, c'est capital pour pouvoir enchaîner les efforts intenses. Vous nous parlez depuis tout à l'heure d'hydratation. On sait aussi que les étirements peuvent avoir évidemment un effet pour contrôler les courbatures. Est-ce que tout ça, ça marche vraiment? Est-ce que ça suffit du moins? Parce qu'on se dit que les courbatures, ça peut faire très très mal, surtout quand on n'a pas fait de sport depuis très longtemps. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça suffise juste de boire un petit peu d'eau, quoi. En fait, vous voyez. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à faire en plus? Alors, en fait, il faut dissocier un petit peu la courbature de l'étirement. Finalement, l'étirement, on est un petit peu revenu dessus dans les années qui sont arrivées récemment, puisqu'en fait, c'est finalement pas tellement conseillé des grosses séances d'étirement dans les suites des efforts. En fait, ça donc va. Ça, c'est has-been. Ça, c'est fini. On en parle plus. C'est totalement has-been alors, les étirements. C'est pas ça, c'est qu'en fait, les séances d'étirement à visée d'assouplissement, c'est plutôt des séances qu'on va réserver, vraiment des séances propres où on va essayer de s'assouplir. L'étirement tel qu'on le faisait avant, en fin de séance, finalement, il est plutôt déconseillé, puisqu'on risque d'aggraver des micro-lésions musculaires qu'on a pu se faire. Et en fait, les courbatures seront pas du tout améliorées par l'étirement. Les courbatures, qu'est-ce que c'est? C'est des micro-lésions musculaires qui sont liées au fait que l'effort qu'on a demandé à notre corps a dépassé le seuil de tolérance. Et donc, en fait, on a des courbatures quand on fait un effort beaucoup plus dur que ce que le corps est capable de supporter. Donc, soit en augmentant d'un seul coup la charge de travail, soit en reprenant le sport et c'est ce qui nous est tous arrivé, je pense, après des grosses périodes d'inactivité, on reprend, et le lendemain et le surlendemain, on se réveille avec des grosses douleurs. Donc, l'étirement va pas permettre finalement d'empêcher ça. L'étirement est pas forcément conseillé pour éviter les courbatures. Et encore une fois, pour éviter les courbatures, puisqu'une part des douleurs musculaires qu'on a après l'effort, c'est aussi la saturation en acide lactique dans le muscle. Donc bien s'hydrater, bien se reposer, c'est surtout ça qui va permettre aux muscles de guérir bien plus que les étirements. On avait entendu aussi que pour éviter les courbatures, il fallait mettre les jambes en l'air pour que ça circule mieux. Ça, c'est une méthode de grand-mère ou ça fonctionne aussi? Alors dans le même sens que ce que je vous disais précédemment, le but, ça va être d'éliminer les substances toxiques qu'on a accumulées dans les muscles. Le plus connu, c'est l'acide lactique. Et donc, tout ce qui va permettre d'éliminer, par exemple, mettre les jambes en l'air, donc bien s'hydrater, les massages que pratiquent beaucoup les sportifs, les bains froids auxquels aussi ont accès les sportifs de haut niveau. Tout ça, ça va permettre de drainer toutes ces substances toxiques et d'éliminer un petit peu une part des douleurs post-effort. Mais pas la courbature en elle-même, malheureusement. Donc, c'est cette micro-lésion musculaire. Seuls les quelques jours de repos vont permettre vraiment de l'améliorer. Et on peut pas faire des trucs en amont si on sait que on reprend le sport et qu'on est un sportif du dimanche, comme tu disais tout à l'heure, Cyprien. On peut pas prendre, je sais pas, des vitamines, des comprimés, enfin des trucs qui feraient qu'on aurait moins mal après, pour anticiper, pour prévenir la courbature.
Alors en fait, pour prévenir la courbature, il y a peu de traitements paramédicaux, donc tels que des vitamines, etc., qui ont un niveau de preuve dans le fait d'empêcher l'apparition de ces courbatures. Ce qui va être important quand on reprend le sport, c'est d'y aller progressivement. C'est-à-dire que l'augmentation brutale de l'activité, elle va sidérer un petit peu le muscle et elle va aussi tirer sur toutes les structures autour du muscle, les articulations et les tendons. Et là, on est plus à risque de blessure. Donc, un premier message, c'est augmenter progressivement à la reprise du sport pour éviter ce genre de problème. L'autre chose, c'est si on reprend par exemple la course à pied, d'y associer du renforcement musculaire, parce que encore une fois, la course à pied, chaque effort nécessite d'être bien préparé. Donc, pour éviter la blessure, bien se renforcer, etc. Mais il n'y a pas vraiment de choses qui vont éviter la courbature à la reprise de l'effort. Ce qu'il faut, c'est y aller progressivement pour éviter les blessures. Mais malheureusement, quand on n'a pas fait de sport pendant longtemps, à la reprise, ça risque de faire mal et je pense qu'on l'a tous vécu. Voilà. Ou alors ne pas faire de sport du tout, ça évitera les courbatures, ça c'est une... Non, ça... Bah non. Si on veut être en bonne santé, il faut compte pas faire les bienfaits du sport. Donc non, c'est vrai, on peut pas dire ça. Non, et du coup, une question vraiment physiologique. Qu'est-ce qu'une crampe? On a tous eu des crampes, on a tous été plus ou moins réveillés en pleine nuit par des crampes. Au niveau métabolisme, qu'est-ce que ça représente dans le corps et pourquoi c'est aussi douloureux? Et ça doit passer juste avec un étirement où on a l'air ridicule quand ça nous réveille à 4h du matin. Alors une crampe, c'est effectivement une contraction involontaire et douloureuse d'un muscle ou d'un groupe de muscles qui survient la plupart du temps de manière soudaine et ça dure quelques secondes. On s'étire, on masse un petit peu et ça va mieux. Les causes en fait principales de la crampe, c'est souvent un manque d'hydratation. On les ressent souvent au cours d'un exercice physique intense. Maintenant, il y a d'autres causes métaboliques telles que des déséquilibres électrolytiques, donc dans les électrolytes qui sont circulants dans notre sang, qui peuvent causer ce symptôme. Donc en fait, là, quand on a des crampes nocturnes fréquentes, c'est soit qu'on a un problème d'hydratation, soit qu'il y a un problème sous-jacent. Et effectivement, quand elles sont fréquentes, sévères, sans facteur déclenchant, et qu'elles cèdent pas aux mesures simples, en fait, on conseille quand même aux gens d'aller consulter un médecin et on réalise un bilan à ce moment-là. Mais la crampe en elle-même, c'est la plupart du temps soit suite à un effort intense, soit qu'il y a un trouble de l'hydratation. Docteur Delzongle, on a une question pour vous d'un auditeur. Alors ça tombe bien, il s'appelle comme vous, donc forcément ça va être une très bonne question. Pierre est avec nous. Pierre, nous sommes avec le docteur Delzongle, spécialiste dans la médecine du sport. Je crois que vous vouliez vous remettre au sport et donc du coup vous aviez une petite question autour de ça. Alors moi, bonjour docteur et bonjour toute l'équipe, bonjour Jessica également. Bonjour Pierre. J'avais cette question justement que je me posais parce que je viens d'atteindre les 40 ans. Ça fait une vingtaine d'années que je me suis pas remis au sport à cause du boulot et le train-train quotidien, quoi. Et là, ayant changé de vie professionnelle et ressentant vraiment le besoin de m'y remettre, je sais pas forcément par quoi démarrer, comment démarrer. Est-ce que aller à la salle, ce serait quelque chose de suffisant, par exemple, ou par quoi commencer vraiment sans trop forcer? Parce que je me rappelle d'une expérience où j'ai essayé de m'y remettre avec une amie qui a été un petit peu compliquée. Et je voudrais pas refaire ce genre d'erreur-là, quoi. C'est-à-dire trop forcer d'un coup. Comment y aller sans trop forcer, en fait? Bonjour Pierre, donc tout d'abord félicitations, hein, c'est une très bonne idée de se remettre au sport à n'importe quel âge. Donc je vous encourage à poursuivre vos efforts s'ils ont déjà commencé. L'idée, quand on reprend le sport après une longue période d'inactivité, comme je l'ai développé précédemment, ça va être de reprendre progressivement et en variant les efforts. Il faut pas surcharger une partie ou une autre de son corps, sinon on risque la blessure. Il faut éviter aussi de commencer par des sports très contraignants, par exemple la course à pied. Mais ça paraît pas comme ça, mais c'est un sport qui est difficile, où il va y avoir beaucoup d'impact et qui met beaucoup de muscles et de groupes musculaires en contrainte. Donc des sports en décharge pour commencer, ou par exemple le vélo ou la natation, ça peut permettre de travailler, de commencer à muscler son corps sans mettre trop de contraintes dessus. Et alors, c'est ce qu'on se disait pendant le début de l'interview, c'est qu'en fait, il va falloir mettre plein de petites choses en place pour que la récupération se passe bien et que vous puissiez enchaîner les séances de sport. Donc, bien s'hydrater pendant et après la séance, bien essayer de manger correctement avec des protéines, des choses assez saines,
espacer les séances au début pour éviter la surcharge musculaire et laisser le temps à votre corps de récupérer, puisque voilà, on le sait, entre 20 ans et 30 ans, on sent la différence pour enchaîner les séances. C'est encore plus vrai entre 30 ans et 40 ans. Donc l'important, c'est de laisser au corps le temps de se régénérer, et puis voilà, de mettre les petites choses en place qui vont vous permettre de bien tolérer l'effort, et surtout varier les choses, un peu de travail cardio-respiratoire, un peu de renforcement musculaire, et puis surtout quelque chose qui vous plaît, puisqu'on sait que pour être assidu dans l'activité sportive, il faut que ce soit aussi un loisir. Donc voilà, mes conseils. Docteur Delzongle, comme vous le disiez, Pierre a 40 ans. Sur le plan médical, quand on n'a pas fait de sport depuis 20 ans, est-ce que là aussi, il y a des choses à faire? Est-ce qu'il faut consulter un médecin, prendre son pouls, tester son cœur, être sûr qu'on est en état, tout simplement, de faire du sport en toute sécurité? Alors de toute façon, dans le cadre de la pratique d'un sport en club ou en compétition, il sera demandé à Pierre d'effectuer une visite médicale pour valider un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport. Et c'est vrai que nous, les médecins du sport, dans ce contexte-là, on fait un examen cardio-respiratoire clinique et un électrocardiogramme. Avec ça, ça nous permet d'éliminer plus de 99% des pathologies cardiaques qui pourraient poser problème à la reprise du sport. Donc, encore plus pour des gens qui n'ont effectivement pas eu d'activité physique depuis longtemps, qui n'ont pas vu de médecin pour se faire examiner sur ce plan-là. Je conseille fortement effectivement d'effectuer une visite médicale avant la reprise, d'autant plus si on présente d'autres facteurs de risque cardiovasculaires, comme d'autres pathologies telles que du diabète. Si on est un ancien fumeur ou un fumeur actuel, là il faut s'arrêter et le préciser à son médecin. Enfin, voilà, effectivement après, dans le cadre d'une reprise du sport, c'est conseillé d'aller voir un médecin pour une évaluation clinique et électrocardiographique. Pierre, est-ce que vous avez d'autres questions à notre docteur Delzongle? Est-ce que vous avez été convaincu? Est-ce que vous êtes motivé pour reprendre le sport? Oui, convaincu parce que c'est vrai que je pensais particulièrement à la marche à pied aussi, et qu'il y a des endroits où j'adore me balader et que je pense que la marche, ça peut être une bonne alternative déjà pour commencer. C'est une activité physique, hein, c'est pas du sport à proprement parler, mais c'est une activité physique, hein, docteur, hein, la marche à pied. C'est physique et recommandé. Ouais. Le vélo, je voulais me remettre au vélo, mais pour l'instant, je m'y vois un peu moins. Mais ouais, vraiment peut-être envisager la marche à pied, et ça confirme ce que je pense un petit peu. Et c'est vrai que la natation aussi, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, donc c'était le sport que je pratiquais quand j'étais plus petit, hein, justement. C'est vrai que ça peut être pas mal à reprendre. Est-ce que vous êtes prêt à consulter un médecin? Parce que c'est quand même super important de ne pas partir... Alors, j'y avais pas forcément pensé parce que je me sens pas forcément inapte à faire du sport. Mais là, sous les conseils du docteur, ouais, éventuellement, j'ai un médecin traitant, donc il pourra certainement m'épauler. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose, et on espère vous suivre dans quelques mois et de vous retrouver pour que vous nous disiez où vous en êtes avec la reprise du sport et d'une activité physique, en tout cas, Pierre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Pierre. Merci pour votre réponse. Et à très vite. Et une bonne continuation à vous. Merci. Merci également au docteur Pierre Delzongle d'avoir été avec nous. C'était très clair, c'était très précis, et en tout cas, vous avez fait un nouvel adepte du sport. C'est déjà une grande réussite. Merci beaucoup en tout cas, docteur, et à très vite. Merci Dr Delzongle d'avoir été avec nous. Et pour finir cette émission, Jessica, on va mettre une association à l'honneur, parce qu'on aime bien faire ça et on va le faire régulièrement. Et puis cette association, cette semaine, c'est l'association Cœur Couleur. Nous sommes avec le président fondateur de cette association, Tonino Verrecchia. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Alors vous organisez la première marche de l'espoir des patients partenaires aidants du 31 août au 10 octobre prochain entre Grenoble et Paris. Jessica, c'est une formidable opération. Alors c'est incroyable, ça va s'étendre sur 41 villes, 11 étapes de sensibilisation, 1300 kilomètres, 4 grandes régions, 15 départements. C'est juste un truc énorme là que vous nous préparez, Tonino. Avant que vous nous expliquiez vraiment plus en détail comment ça va se passer, est-ce qu'on peut juste revenir sur votre association? Est-ce qu'on peut juste revenir sur votre association Cœur Couleur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, l'association Cœur Couleur, c'est une association de maladies rares. C'est une association de patients atteints sur la sarcoïdose. Je suis la seule association en France active par rapport à cette pathologie. Étant moi-même atteint de cette pathologie de 4 autres maladies rares, donc je fais toute la sensibilisation, la recherche par rapport à la maladie, et je tiens des permanences dans les hôpitaux, je fais des événements, des séminaires pour montrer justement que, étant malade, on pouvait faire des choses telles que la marche. La sarcoïdose, tout le monde ne sait pas ce que c'est, donc on va vous expliquer brièvement. C'est une maladie inflammatoire rare, d'origine inconnue, qui se manifeste notamment par la formation de granulomes, de masse, des tissus inflammatoires, entre autres, parce que ça affecte beaucoup d'organes, à peu près tous les organes du corps. C'est bien ça, Tonino? Oui, ça attaque tout le corps. Après, tout dépend des personnes, tout dépend des atteintes, tout dépend des stades. Sachant qu'il y a 4 stades, le stade 1, le stade 2, le stade 3 peuvent être en rémission, mais le stade 4, malheureusement, aucune rémission possible. Alors, on a parlé de la sarcoïdose, on va maintenant parler de cette marche de l'espoir, marche de l'espoir des patients partenaires aidants. Et vous avez un objectif derrière cette marche. Qu'est-ce que c'est, Tonino? Oui, alors l'objectif de cette marche, déjà première, c'est de sensibiliser qu'est-ce qu'un patient partenaire aidant. Et ensuite, c'est de récolter des fonds pour créer la bourse de l'espoir. Parce que je me suis aperçu quand j'ai fait un diplôme universitaire en démocratie en santé du patient partenaire aidant, et que j'ai eu aucune structure qui m'a aidé justement pour payer ce diplôme. Et je me suis dit que c'est pas normal qu'un patient doit payer ce diplôme sans être aidé. Et donc, d'où m'est venue l'idée de cette marche justement pour récolter des fonds afin d'aider le patient à devenir patient partenaire. Patient partenaire qu'on appelle aussi patient expert. En 2 mots, Tonino, vous nous dites un petit peu justement le rôle du patient expert partenaire? Le patient expert, déjà, il a une expertise de sa maladie. Il a un recul différent des autres patients. Ensuite, il est le médiateur entre le patient, l'équipe soignante, le médecin, les établissements et les administrations. Et il montre justement qu'en étant acteur de sa santé, on peut pouvoir améliorer le système de santé de demain. Donc c'est pour ça, la bourse de l'espoir, c'est pour financer cette formation qui va permettre à tous les patients d'aider à leur tour, d'accompagner d'autres patients malades. Donc pour ça, vous organisez cette marche de l'espoir. Comment ça va s'organiser en pratique? Vous partez de Grenoble, c'est bien ça? Alors, tout à fait. On va partir de Grenoble. On va aller en direction de Lyon. De Lyon, on va aller sur Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, on va aller sur Brive-la-Gaillarde. De Brive-la-Gaillarde, on va aller sur Bordeaux. De Bordeaux, on va aller sur Saintes. De Saintes, on va aller sur Niort. De Niort, on va aller sur Poitiers. Poitiers, Tours. Tours, Blois. Orléans, Paris. Et à chaque étape de ces villes, on va sensibiliser justement et essayer de récolter des fonds pour la bourse de l'espoir. On rappelle les dates, c'est du 31 août au 10 octobre entre Grenoble et Paris. D'ici le 31 août, bon entraînement, Tonino, parce que je suppose que ça demande un peu d'entraînement et de préparation. Oui. Et puis bonne marche. On suivra évidemment votre parcours d'ici là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis ça y est, c'est la fin de notre première émission, Jessica, ça se termine. Alors, comme le disait le docteur Delzon, on risque d'avoir des petites courbatures après cette première, donc on va bien s'hydrater. C'est bien entraîné pourtant. Et pourtant on s'est entraîné, mais on va bien s'hydrater pour éviter les douleurs, les crampes et tout ce qui suit. Merci beaucoup pour cette première. Merci, avec plaisir. Et puis on se retrouve dans le mois prochain pour Santé et Sport, avec plein d'autres rendez-vous, plein d'autres invités. Et puis évidemment, vous pouvez tout retrouver, toutes les informations sur le site Radio Sport, que ce soit sur toutes les plateformes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.